Alors, en préparant cette soirée, effectivement, on s'est dit, tiens, on va effectivement profiter de cette soirée-là pour mettre en lumière une ancienne diplômée. En l'honneur de Jana Todorovic, ancien diplômé CESGA, qui a écrit une thèse, a soutenu une thèse sur toute la partie ESG et finance. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jana pour qu'elle nous présente en fait le fruit de son travail et les résultats qui peuvent être interrogatifs sur la responsabilité des acteurs des marchés financiers en matière de droits humains et d'environnement. Et on verra la conclusion. Merci beaucoup. Merci du coup pour votre attention. Okay. Super. Ah, fantastique. Ouais, fantastique. Donc merci beaucoup. Désolée de kidnapper un peu votre soirée de remise de diplôme, mais ces potentiels sujets peuvent vous intéresser. Donc merci aussi à la SFAF de me permettre de présenter ma thèse sur du coup le sujet de la responsabilité des acteurs des marchés financiers en matière des droits humains et des droits de l'homme et de la protection de l'environnement, notamment avec un focus sur les limites de la finance responsable. Elle a été écrite et soutenue dans le cadre du laboratoire de droit international à l'université Paris 2. Sous la direction de Madame Pascale Martin-Bidou et a été initialement couverte par une collaboration industrielle, donc avec un financement CIF au sein d'une société de gestion de patrimoine pendant que j'occupais le poste d'analyste puis responsable ESG et ensuite pendant que je lançais ma propre boîte en conseil et logiciel en finance durable. La thèse, elle examine l'application pratique des normes en droit humain et la protection de l'environnement en finance, à la fois regardant des acteurs économiques, des entreprises de l'économie réelle et des acteurs financiers, donc les assureurs, banques et surtout les sociétés de gestion. Ma recherche donc, vise à répondre à la question de si et comment les normes internationales, régionales ou nationales en matière des droits de l'homme et protection de l'environnement peuvent responsabiliser efficacement et effectivement les acteurs et orienter ou aider à orienter des flux des capitaux vers des activités moins préjudiciables par rapport aux facteurs sociaux et environnementaux. Et donc, j'ai regardé principalement les actions et les obligations cotées en bourse, mais cela peut s'appliquer à d'autres classes d'actifs également. Donc, on est parti un peu de pourquoi ce sujet. Donc, de manière historique, le système financier portait peu d'attention aux facteurs non financiers, surtout ceux qui se rapprochaient un peu à des valeurs éthiques ou morales, comme des protections sociales ou environnementales. Et comme le disait Milton Friedman, célèbre économiste et ultralibéral, la responsabilité sociale des entreprises est de faire du profit. Considérations donc non financières ont été vues comme extérieures aux enjeux, donc au moins extérieures ou séparées des enjeux des entreprises, mais aussi comme soit impertinentes, soit des contraintes. Mais les entreprises n'agissent pas réellement dans des vides isolés des facteurs environnementaux et sociaux, voire au contraire, elles agissent en fait dans une sorte de relation de réciprocité. D'un côté, la sphère extra-financière sert de grille d'analyse en mettant en lumière les impacts, risques, opportunités précédemment largement marginalisés, mais tout à fait aussi pertinente à court, moyen ou long terme pour la performance financière. Et d'un autre côté, la finance, en tant que système et produit, peut servir d'outil de promotion de la sphère extra-financière, donc de contribuer au développement durable. Donc, en effet, ces dernières années, on a témoigné d'aggravation de la situation environnementale à l'échelle planétaire, avec des catastrophes météorologiques et dégradation de l'environnement, franchissement des limites planétaires, ce qui contribue à restreindre les matières premières, des biens de première nécessité et conduit à la perte en termes de biodiversité. Donc, aujourd'hui, 7 sur 8 limites sûres et justes qui ont été quantifiées ont été déjà franchies de façon irréversible pour l'écosystème, ce qui touche donc aujourd'hui 52% de la surface terrestre et 86% de la population mondiale.
D'un autre côté, les crises sociales et sociétales sont de plus en plus fréquentes et graves. L'aggravation de la pauvreté, insécurité alimentaire, intensification des déplacements, creusement des inégalités, augmentation du nombre de personnes se trouvant en situation d'esclavage moderne, étant un terme générique pour travail forcé, traite des humains ou pratiques similaires à l'esclavage telles que mariage forcé, servitude pour dette et autres. Et selon des estimations, aujourd'hui, 50 millions de personnes vivent en situation d'esclavage moderne, 28 soumises à travail forcé et 12 millions de personnes 12 millions d'enfants sont concernés par ces chiffres. Et ces chiffres s'aggravent malheureusement depuis 2016. Notre économie et les flux financiers sont également très liés avec ce phénomène. Et donc aujourd'hui, on peut noter 468 milliards de dollars de biens importés par des pays du G20. Qui sont liés à l'esclavage moderne, notamment de travail forcé. Et donc, on parle par exemple du café, du cacao, de charbon, des produits électroniques, textiles et autres. Et y compris, par exemple, panneaux solaires. Le changement climatique est donc constitutif de certaines violations des droits de l'homme, tels que les droits à la vie, propriété, nourriture et autres. Et à titre d'illustration, en 2023, les pertes matérielles causées par des catastrophes naturelles s'élèvent à 270 milliards de dollars, comprenant donc des pertes pécuniaires des personnes et des entreprises dues aux interventions, reconstruction de ralentissement économique, dommages aux infrastructures et ainsi de suite. Et depuis 1980, ces catastrophes naturelles ont causé 2,5 millions de morts et ont bondi en termes de pertes matérielles de 350%. Donc on voit que ces deux sphères, environnementale et sociale, sont fortement interconnectées en conséquences et en solutions. En conséquence, par exemple, par la sécurité hydrique, perturbation des chaînes alimentaires, danger pour la santé humaine, forte pression sur les infrastructures, mais aussi à travers donc, un ensemble d'insécurités qui impactent le développement humain. D'un autre côté, concernant les solutions, combler le déficit de financement qui se creuse chaque année peut aider à la fois des facteurs sociaux et environnementaux et mobiliser du coup à travers donc, le plan réglementaire ou plan d'incitatifs nationaux ou régionaux, donc à une augmentation des produits financiers actifs sous gestion qui répondent aux objectifs environnementaux et sociaux. Le rôle donc, de la finance, une sorte d'utilité du système financier, il a été noté à plusieurs reprises et donc une sorte d'effet bénéfique pour l'économie générale et la société à travers au moins une allocation effective des risques. À titre d'illustration, Robert Shiller, dans son livre Finance for a Good Society, analyse comment les différents acteurs financiers contribuent positivement au développement sociétal. Et il soulève par exemple un exemple de l'assurance et de son rôle dans la prévention des conséquences dévastatrices des désastres climatiques. Dans son étude, il soulève le faible niveau d'assurance dans des biens à Haïti, qui a privé l'île d'une industrie nécessitant un contrôle rigoureux de respect des normes de construction et qui a par la suite fragilisé structurellement ces infrastructures, ce qui a malheureusement conduit à de nombreux morts au tremblement de terre de 2010. Donc 50 000 personnes ont décédé à ce moment-là et pour, on va dire, un tremblement de terre de magnitude similaire en Californie en 1994, que 33 personnes sont mortes. Donc on peut voir en sorte d'utilité du système financier de certains organismes et à travers justement cette organisation complexe, cette structure ordonnée. Par ailleurs, la finance peut jouer un rôle actif dans l'atteinte des objectifs environnementaux, notamment, mais sa contribution n'est pas nécessairement uniforme. Donc on peut voir une distinction de son utilité ou de ses moyens quand on voit par exemple l'adaptation au changement climatique ou atténuation du changement climatique. D'un côté, les mesures d'adaptation visent à limiter les impacts négatifs, les dommages matériels et l'objectif c'est d'anticiper ces impacts, limiter les dégâts et profiter des potentielles opportunités. Cela semble cohérent avec le fonctionnement actuel du système financier de manière générale.
D'un autre côté, l'atténuation du changement climatique nécessite une réorientation profonde des flux des capitaux avec une transition du système financier, économique et industriel des combustibles fossiles aux alternatives renouvelables, par exemple, passant par une approche d'efficacité et sobriété. Ensuite, donc on voit un arsenal normatif qui s'est développé pour soutenir à la fois cette utilité sociétale et cette réorientation des capitaux. Depuis donc, quelques années, on a des normes en matière de finances durables qui se sont multipliées, avec notamment l'Union européenne qui menait la charge sur le plan international et qui a mis en place un programme normatif très ambitieux visant à réformer la réglementation du secteur dans son ensemble, donc à la fois avec le pacte vert, mais aussi surtout le plan d'action pour la finance durable, avec notamment son règlement SFDR visant la transparence des acteurs financiers et des produits financiers, et la taxonomie visant la classification des activités économiques qui est voir donc si notamment les entreprises contribuent réellement au développement durable, qu'elles ne préjudicient pas les autres objectifs et qu'en même temps elles respectent des protections sociales minimales. Et on peut voir par exemple, à titre illustratif, les panneaux solaires, pas tous bien sûr, on peut regarder à travers donc, cette classification, ce sort de dictionnaire d'activités durables et vertes, comment l'activité ou le produit contribue réellement aux objectifs. Donc on voit que les panneaux solaires contribuent à atténuer le changement climatique, certes, mais d'un autre côté, pour être considérés réellement durables, ils ne peuvent pas être fabriqués à partir de manière extraite ou être assemblés dans des conditions préjudiciables par rapport aux droits de l'homme, ou ne doivent pas négativement impacter d'autres objectifs de développement durable. Donc à travers ces règlements, on a compris que de grands progrès ont été faits pour intégrer la sphère extra-financière dans les fonctionnements et stratégies financières de manière générale. Mais malgré certaines ambitions, le respect des droits de l'homme et la protection de l'environnement n'est pas nécessairement garanti tout de suite. Donc des incidences négatives peuvent être constatées dans des secteurs même les plus susceptibles de contribuer au développement durable. Donc quelques limites qui ont été relevées, et elles sont bien évidemment relatives, à la fois au niveau des normes, de leur nature et de leur fonctionnement, et à la fois au niveau du système financier. Donc on a tout d'abord un sorte de piège de la transparence. Donc la régulation de la finance responsable se situe principalement entre la soft law, donc un droit souple ou non contraignant, les contraintes hybrides avec comply or explain comme exemple, et des obligations de transparence. Donc avec la mise en place des obligations de transparence pour des produits financiers en matière des incidences négatives, donc les PAI, les fameux rapports PAI, on a démontré que tous les portefeuilles causent un certain degré d'impact négatif, que ce soit en termes environnementaux ou sociaux. Ce calcul d'incidence négative s'avère donc très pertinent pour évaluer la performance d'un produit financier et pourrait servir de mesure de caractère responsable. Toutefois, aucun seuil d'incidence négative ou stratégie de diminution n'est préconisé ou imposé, et donc en fait une absence d'obligation spécifique de réduction d'impact négatif ou de seuil à ne pas dépasser peut tourner la finance responsable en sorte d'inventaire de préjudice, sans réellement une approche pragmatique de prévention ou quoi que ce soit. D'un autre côté, on a une sorte d'asphyxie par la complexité. Donc certes, le règlement SFDR, taxonomie, directive CSRD ont réellement structuré le domaine de la finance responsable et ont mobilisé largement les acteurs, mais d'un autre côté, ces normes visant l'harmonisation des standards applicables sur les entités européennes et celles qui travaillent sur son territoire, elles sont, malgré leur application progressive, elles restent assez complexes et avec une grande marge de discrétion qui est laissée aux acteurs, qui peut être difficile à naviguer, et donc une prise de risque dans l'interprétation, dans la distinction, dans la détermination des règles techniques. Donc surtout considérant l'interdépendance des acteurs, notamment des entreprises, actifs investis et des différents niveaux d'investisseurs, la conformité peut être assez complexe et la conformité des uns peut dépendre de la conformité des autres.
Ensuite, tout ça peut mener vers une application spéculative parfois. Donc malgré des standards qui sont de plus en plus ambitieux, de plus en plus performants, il y a un impact réel et mesurable qui reste difficile à évaluer. Donc différentes appréciations qui peuvent alimenter un certain état d'incertitude du marché et par exemple les notions comme investissement vert, durable ou responsable qui restent toujours sans consensus et des référentiels ou des méthodologies qui dépendent assez souvent des préférences subjectives des organismes d'origine. Ainsi, les investisseurs qui agissent en fonction de ces informations ne peuvent pas nécessairement garantir leur décision d'allocation et réellement diminuer un effet négatif, voire un impact positif. D'autres limites qui ont été trouvées donc, en résultat de cette recherche, notamment au niveau donc, de fonctionnement de l'analyse financière ou de ce mix entre l'analyse financière et extra-financière, c'est un certain biais de la matérialité financière. Donc, avec l'Union européenne, elle a formalisé la notion de la double matérialité qui intègre à la fois du coup, la matérialité financière, le outside in, et ajoute la notion de la matérialité d'impact, donc inside out, mais en fait oblige des investisseurs à prendre en compte à la fois des risques de durabilité et leurs incidences potentielles. Toutefois, malgré donc cette obligation, il y a quand même une primauté de la matérialité financière ou on va dire, de valorisation financière de ces indicateurs. En pratique, la matérialité d'impact, même si elle est bien prise en compte lors des décisions d'investissement, elle ne les motive pas nécessairement. Elle reste prise, on va dire, surtout à travers des termes donc de potentiels risques et opportunités financières, indirectes ou indirectes, directes ou indirectes, et c'est comme ça qu'elle est intégrée dans la valorisation. D'un autre côté, cela se lie avec un biais potentiel quantitatif qui existe, donc un fonctionnement traditionnel qui semble donc focaliser particulièrement les critères ou les piliers faciles à quantifier ou commercialiser. Et cela se voit par exemple par rapport aux piliers environnementaux versus sociaux, qui donc notamment avec des solutions vertes, quota carbone, décarbonation, transition écologique et énergétique. Mais même au sein de piliers environnementaux, on a, on va dire, des thématiques qui n'ont pas nécessairement le même succès, donc dû potentiellement à ce biais quantitatif. Donc notamment, par exemple, l'érosion de la biodiversité qui souffre d'une attention un peu plus limitée ou traditionnellement un peu plus limitée malgré son importance et malgré son impact sur le système financier et économique avec 50% de nos PIB qui en dépendent des ressources naturelles. Et donc, on voit clairement que les risques et impacts de la biodiversité, même s'ils sont si variés et si complexes, sont difficiles à analyser et quantifier, alors que de l'autre côté, en réchauffement climatique, on a un CO2 équivalent qui est bien plus simple à résumer et à représenter une majorité des problématiques environnementales. De même côté, donc, les piliers sociaux et sociétaux n'ont pas nécessairement la même réception parce qu'ils sont par nature moins quantifiables ou moins faciles à transformer en produits à commercialiser. Donc on a certains facteurs qui peuvent s'exprimer en chiffres, donc par exemple fréquence ou sévérité d'accident ou le pourcentage des femmes au poste de responsabilité, mais ils sont difficiles à traduire en faits réels sur la valeur de l'entreprise. Donc, on voit une sorte d'ambition normative qui part d'un idéal théorique poursuivi, mais qui malheureusement fait face à une sorte de friction réelle ou opérationnelle, pratique, et donc se traduit avec une sorte de neutralisation de ces moyens, de ces objectifs. En résultat, donc, on voit que les normes, elles sont un catalyseur irréversible, donc notamment les normes internationales et européennes, et surtout, donc, elles ont changé à jamais, malgré certains reculs, la perspective normative, donc passant du soft law au hard law, donc de non contraignant à contraignant, changeant aussi au sein du système financier de manière générale la façon de concevoir les risques, les opportunités, les processus de décision et gestion du portefeuille. Et il s'appuie sur des mécanismes assez intéressants et des solutions très pertinentes, donc
malgré des limites, la transformation des comportements par la transparence, la mise en place des exigences de façon échelonnée pour permettre l'évolution des pratiques graduelles, usage de contraintes hybrides, l'exercice d'examen de classification des activités, devoir de vigilance, sanctions administratives et autres. Mais tout ça donc, est dit avec un avertissement. Donc les normes sont un catalyseur, mais ils peuvent également être un déstabiliseur de pratiques à travers des réformes trop rapides ou des reculs ou des révisions trop globales. Elles peuvent donc mener vers des baisses de momentum, de perte de confiance de marché et surtout des reculs importants par des acteurs phares. Merci beaucoup. On avait prévu 5 minutes de questions, si vous avez des questions ou pas sur le sujet. Je pense que certains n'ont peut-être. Sinon. On parlait des fonds à impact. Parce que dans la présentation, c'est présenté surtout pour les fonds un peu traditionnels. Un investisseur qui met dans un... Ah pardon, vous m'entendez mieux? Oui. Les fonds à impact, pour les investisseurs qui veulent investir dans des résultats sociaux et environnementaux, c'est des fonds qui ont justement des KPI qui sont orientés là-dessus, plus que vers des KPI économiques. Oui, effectivement. Donc déjà, au sein de la finance durable, il y a tout un univers de différentes stratégies. Moi, j'ai pris spécifiquement la finance responsable, on va dire, dans un sens français, parce qu'il couvre la plus grande, on va dire, approche assez générale, à la fois en termes sociaux, environnementaux, et surtout, elle est un sort de pont entre les normes et la finance, et surtout cette première étape de révision de nos stratégies à travers donc principalement enlever le négatif, prévenir un impact négatif pour laisser la place ensuite à des stratégies plus comme finance durable ou finance verte ou solidaire, et aujourd'hui les pratiques de marché de finance à impact. Mais là, le but c'était de réellement transformer, en fait, de viser des stratégies qui peuvent transformer le plus grand nombre de pratiques, sans nécessairement aller de très très loin dans des stratégies de niche, bien sûr, qui peuvent être des fonds à impact, mais qui, pareil, ont une approche positive et qui nécessite déjà de prévenir le négatif. Voilà. Après, il y a aussi la finance à impact dans la thèse, mais aujourd'hui, je n'ai pas parlé nécessairement que de ça. Merci, Jana. Alors, moi, j'avais noté que la première limite que vous avez évoquée, c'était la complexité réglementaire. Oui. Ça tombe bien avec Omnibus, puisqu'ils ont voulu tout simplifier. Mais je ne suis pas sûr que ce soit Omnibus qui relance la finance durable. C'est difficile. Ça va être très difficile, effectivement. Après, quand on va voir les conditions environnementales qui vont être fortement modifiées, et là, on a une semaine qui se prédit, va modifier fortement certains business models d'entreprise. Et je pense que la dépréciation des actifs financiers qui va arriver avec les conséquences les conséquences environnementales, va sans doute faire réfléchir effectivement les financiers pour revoir un peu leur copie en termes d'investissement. La CSRD aurait pu mettre politiquement dans le droit chemin très rapidement. Ouais. Maintenant, il faudra attendre que le marché le fasse. Donc ça mettra sans doute beaucoup plus de temps. Mais je ne désespère pas que la finance, effectivement, tienne compte des conditions environnementales et sociales dans leur choix d'investissement.